La phase suivi et maîtrise, elle est conduite en parallèle avec la phase d'exécution. En parallèle, les deux phases. On ne peut pas exécuter puis maîtriser. Non, on exécute et on maîtrise tout en même temps. Parce que la maîtrise, c'est une phase là où on s'assure que euh, l'exécution, elle est alignée avec la planification. Et en cas de déviation du planning, le chef de projet, à travers le suivi et la maîtrise, doit prendre la bonne action, que ce soit action préventive, action corrective, fixation d'une erreur, demande de changement, etc. Voilà. Durant la maîtrise et le suivi, le chef de projet, tout d'abord, il doit s'assurer que les parties prenantes sont engagées exactement comme planifié. Et ceci à travers un outil qui s'appelle la matrice d'évaluation de l'engagement des parties prenantes. Alors, prenons l'exemple d'un projet là où il y a trois parties prenantes un, 2, 3, et chaque partie prenante, elle va se trouver dans l'une de ces cinq situations suivantes. Elle peut être non informée qu'il y a un projet. Peut-être qu'elle peut être résistante, neutre, elle est favorable vis-à-vis du projet, ou bien c'est que la partie prenante, c'est le moteur du projet. Et pour chaque partie prenante, le chef de projet doit analyser couramment la lettre C. La partie prenante, elle est dans quelle situation? Et le D, c'est pour le désirer. Par exemple, la partie prenante 1, couramment, elle est non informée. Et nous voulons qu'elle soit favorable à propos du projet. Alors, le chef de projet doit l'engager d'une manière qui va la prendre le manque d'information vers le support. La deuxième partie prenante, elle est neutre maintenant, mais on veut qu'elle soit favorable par rapport au projet. Alors, le chef de projet, il doit l'engager pour qu'elle soit dans cette position-là. Pour la troisième partie prenante, couramment, elle est supportive pour le projet. Et nous voulons qu'elle reste supportive. Alors, le chef de projet doit l'engager de manière à l'aider à rester supportive. Voilà. Le chef de projet aussi, il fait le suivi du travail des membres de l'équipe, pardon, des membres de l'équipe. Et il doit faire attention à quelques comportements, peut-être qui n'est pas très favori pour le projet. Par exemple, le multitâche. C'est quand on commence plusieurs tâches en même temps, mais sans les finir. Alors, il doit aider l'équipe à limiter les tâches en progrès. Aussi, doit faire attention à la loi de Parkinson. Quand un membre de l'équipe essaie de utiliser tout le temps alloué à une tâche, même si la tâche est très petite, mais c'est juste parce qu'on lui a alloué beaucoup de temps, alors il va utiliser tout le temps pour une petite tâche, par exemple, ou bien une tâche qui ne nécessite pas tout ce temps-là. Le bâton tombé aussi, c'est quand un membre de l'équipe elle est très en retard et constitue un blocage pour les autres membres qui dépendent de lui, alors il faut bien gérer cette situation. Ou bien le syndrome de l'étudiant, quand on laisse le commencement de l'exécution des tâches à la dernière minute, et ça peut avoir un effet négatif. L'autoprotection, c'est quand quelqu'un fait semblant qu'il est trop chargé, qu'il a beaucoup de travail, c'est juste pour ne pas recevoir de nouvelles tâches, ou bien il ne communique pas qu'il a déjà complété ses tâches pour qu'on ne croit pas qu'il fait les tâches très rapidement et par conséquent il craint qu'il va recevoir plus de travail dans le futur. Il y a aussi l'effet de Hawthorne, c'est que quand les membres de l'équipe ne travaillent que seulement quand ils sont supervisés, quand le supérieur il est à côté d'eux. Ça, c'est pas très bien aussi. Alors, il y a quelques comportements à éviter. Et dans le cours de 35 heures, on a déjà vu les autres comportements que nous encourageons à faire. Okay. Aussi, durant le suivi et la maîtrise, il faut contrôler et valider le périmètre, comme on a déjà vu. Le contrôle du périmètre, c'est fait à travers l'équipe
C'est pour vérifier que les livrables sont déjà conformes aux critères d'acceptation et aux exigences. Et aussi, le client, il doit valider le périmètre en approuvant les livrables. Et ça doit être fait d'une manière officielle et formelle, à travers des rapports d'acceptation. D'accord? Une autre chose aussi importante, c'est durant l'exécution et à travers le suivi et la maîtrise, peut-être on va voir que il faut peut-être compresser l'échéancier. C'est quand on a un plan, par exemple, où il y a deux tâches. Première tâche qui va durer, planifiée à 5 jours, et une autre deuxième qui vient juste après aussi à 5 jours, et chaque tâche, elle doit être faite par une ressource. Mais si les parties prenantes nous demandent de compresser l'échéancier, alors on peut décider que soit de mettre en parallèle les tâches, euh, ça peut augmenter un peu les risques, mais ça peut aussi accélérer l'exécution. Ou bien on peut faire le crashing en ajoutant des ressources pour réduire la durée des tâches, mais ça, c'est pas trop apprécié par PMI puisque ça va augmenter les coûts. Voilà. Aussi, durant le suivi et la maîtrise, il y aura des contrôles qualité. Aussi, en cas où il y a des problèmes, détectés durant le contrôle qualité ou autre, le chef de projet et son équipe peuvent utiliser différentes techniques d'analyse des causes originelles ou bien les causes racines des problèmes, comme le diagramme de cause à effet, ce qu'on appelle au japonais Ishikawa. Le Ishikawa diagramme, où on met ici la cause, ce qui s'est arrivé, pardon, pas la cause, des faits, ce qui s'est arrivé, et ici les causes probables. C'est un exercice de groupe, comme c'est un exercice de cause à effet, ou bien pour analyser les causes racines des problèmes pour les résoudre. L'une des choses les plus importantes à faire durant le suivi et la maîtrise, c'est suivre la performance du projet. Alors, mesurer la performance du projet. Le chef de projet, certainement, il a son tableau de bord où il fait le suivi de l'échéance et des coûts, la qualité, le périmètre. Voilà, des risques aussi qui sont, à part l'exécution des plans de réponse aux risques élevés. Aussi, durant le suivi et la maîtrise, les autres risques euh, sont mis sous surveillance en cas où un risque change de probabilité ou d'impact ou nécessite une intervention. Aussi, on mesure la performance des ressources, satisfaction des parties prenantes, la réalisation des bénéfices ou bien de la valeur. Voilà, le chef de projet doit avoir son tableau de bord pour faire le suivi de la performance de son projet. Et dans le cours de 35 heures, on a déjà appris dans toute une section comment calculer ou bien les différentes formules mathématiques dans le calcul de la valeur acquise. Et vous pouvez retourner au cours de 35 heures et aussi essayer de pratiquer les quiz dans le compagnon. D'accord? Il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser pour mesurer la performance du projet, comme les tableaux de bord, les rapports d'état, l'analyse de la valeur acquise que je viens de mentionner, les KPIs qu'on a vu dans le cours, les graphiques de tendance aussi, on a vu dans le cours, les revues, on a vu dans le cours, etc. C'est pour détecter les problèmes tôt en cas de divergence, par exemple, dans l'exécution. Ça peut aussi, quand on calcule la performance, ça peut soutenir la prise de décision, améliorer le contrôle, aussi tenir les parties prenantes informées. Et bien sûr, ça va amener à accroître la réussite du projet. D'accord? Alors, pour avoir des rapports fiables à propos de la performance du projet, il faut bien sûr utiliser des données qui sont à jour et qui sont fiables aussi. D'accord? Et ça va aussi, durant la mesure de performance du projet, euh,
On peut analyser les tendances, s'il y a des tendances de croissance ou bien des tendances descendantes de la performance, par exemple, ou bien d'autres indicateurs. Ça peut aider le chef de projet et l'équipe à faire des prévisions. Par exemple, si le chef de projet remarque que il y a une tendance de baisse dans la performance de l'équipe d'une itération à une autre, alors il peut faire des prévisions de combien de baisse il y aura par rapport à la performance ou bien l'effort fourni par l'équipe. D'accord? Aussi, durant cette phase-là, tout demande de changement, surtout dans les méthodes en cascade, prédictives, doivent être maîtrisées par le processus de maîtrise des changements. D'accord? Alors, comment ce processus fonctionne? Le chef de projet reçoit des demandes de modification, de changement, ou bien il constate qu'il y a besoin de lancer une demande, ou bien créer une demande de modification. Alors, il va créer, selon le modèle de changement qu'on a vu dans le cours, il va enregistrer ce changement-là dans le journal des changements, comme on a vu dans le cours, et puis il va présenter le changement au comité de maîtrise des changements, le CCB, d'accord, les membres du CCB vont évaluer l'impact du changement sur les contraintes, surtout le calendrier, le coût, les coûts et les périmètres, et ils vont décider que soit de différer le changement au plus tard, ou bien rejeter le changement, ou bien l'approuver. Dans tous les cas, n'importe quelle soit la décision, le chef de projet doit mettre à jour le journal des changements et tenir les parties prenantes informées sur la décision du CCB. Et en cas d'approbation, le chef de projet doit mettre à jour les bases de référence et mettre en œuvre le changement et maîtriser l'impact de ce changement-là. D'accord? Et bien sûr, dans la phase de suivi de maîtrise, le chef de projet il va créer les rapports sur les états d'avancement, que ce soit les rapports destinés aux sponsors, aux autres parties prenantes, aux d'autres membres de l'équipe ou bien d'entreprise, etc. Voilà un exemple d'un rapport typique. Là, ici, il y a les différents informations sur le projet, comme le nom du projet, le ID du projet, le project manager, la date du rapport, les dates d'achèvement prévues. Puis, il y a l'état de santé du projet, ce qu'on appelle le rock status in English. Alors, l'état, est-ce que c'est vert, tout va bien, c'est jaune, il y a des risques, rouge, on a déjà eu une déviation, ou bien il y a un blocage. Puis, le résumé pour cette période de reporting, l'état des jalons, la réalisation en pourcentage, la date de fin prévue de chaque jalon et la date de fin effective de chaque jalon. Puis l'état des risques, surtout les risques élevés, même chose pour les enjeux. Et finalement, les étapes suivantes jusqu'à la prochaine date de reporting. Voilà. Juste une petite remarque que dans quelques types de projets, surtout les projets en cascade, avec l'approche prédictive, il y a peut-être parfois besoin d'avoir des revues de phase, c'est-à-dire on ne peut passer d'une phase à une autre que après qu'on est sûr que la phase elle a bien achevé ses objectifs à travers un comité de suivi et de décision. Voilà. Aussi, j'ai voulu parler un peu de comment clôturer un projet. Je voulais pas mettre ça dans une autre vidéo séparée. Alors, clôturer un projet, dans un projet, c'est après avoir reçu la confirmation que les livrables sont terminés et acceptés, c'est déjà l'équipe elle termine le travail et le client il confirme que c'est bien reçu. L'acceptation doit être formelle, tous les contrats sont clôturés, les livrables sont transférés aux parties prenantes, les ressources sont libérées, les leçons prises sont capitalisées et les documents du projet sont archivés. Voilà. Quand tout ça est fait, on peut dire qu'on est prêt à clôturer le projet. Bien sûr, pour la clôture, il y aura un rapport final, acceptation de documentation, voilà. Tout ça doit être fait d'une manière propre. C'est pas fait toujours par les chefs de projet, mais il est temps de le faire proprement pour clôturer les projets d'une manière correcte. Voilà.